Mars 1855. Étienne Lavoisier avait 18 ans et le monde lui appartenait. Du moins, c'est ce qu'il croyait en se réveillant chaque matin dans sa chambre au drap de soie, dans cette demeure coloniale qui dominait 300 hectares de plantations de coton en Louisiane. Ses yeux bleus s'ouvraient sur un plafond orné de fresques italiennes, ses pieds touchaient des tapis persans importés à grands frais. Il était l'héritier unique de Charles Lavoisier, l'un des planteurs les plus fortunés de l'État. Son enfance avait été celle d'un prince, précepteur privé venu de France, leçons d'équitation sur des pur sangs arabes, bibliothèque personnelle remplie de classiques grecs et latins. À 16 ans, il parlait couramment français, anglais et latin. À 17, il avait voyagé à Paris et à Londres. Maintenant, à 18 ans, son père lui préparait une place à l'université de Virginie, puis la gestion progressive du domaine familial. Catherine Lavoisier, sa mère, l'avait élevé avec une tendresse particulière. Une femme élégante aux manières délicates, toujours vêtue de robes venues des meilleures maisons parisiennes. Elle lui lisait des poèmes le soir, corrigeait sa posture à table, lui enseignait l'art de la conversation raffinée. Étienne l'adorait. Elle était son modèle de grâce et de distinction. La plantation fonctionnait comme une horloge suisse. 120 esclaves travaillaient les champs, les cuisines, les écuries. Étienne les voyait chaque jour sans vraiment les regarder. C'était le décor naturel de son existence, aussi ordinaire que les meubles ou les arbres. Il ne s'était jamais vraiment interrogé sur leur vie, leurs pensées, leurs souffrances. Pourquoi l'aurait-il fait? C'était l'ordre des choses, expliquait son père, établi par Dieu lui-même et confirmé par la Bible. Ce matin de mars commença comme tous les autres. Étienne descendit prendre son petit déjeuner dans la salle à manger. Mais la domestique qui servait habituellement était absente. Son père, assis à table, avait le visage grave. Ta mère est souffrante. Le docteur Harrington est auprès d'elle. Catherine était alitée depuis 3 jours. Une fièvre brutale qui ne cédait pas malgré les traitements. Le 4e jour, le docteur Harrington sortit de la chambre en secouant la tête. Étienne comprit avant même qu'il ne parle. Il monta les escaliers 4 à 4. Elle était étendue sur son lit, le teint cireux, les lèvres bleues. Mais ses yeux étaient ouverts, lucides. Elle fit signe aux domestiques de sortir. Seuls restèrent Étienne, elle, et Charles, qui se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. « Mon chéri ». Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. « Il faut que tu saches. Avant que je parte, vis. » Étienne lui prit la main. « Ne parle pas, maman. Garde tes forces. »« Non. Écoute-moi. » Elle toussa, un spasme douloureux qui secoua tout son corps. « Je ne suis pas ta mère, pas ta vraie mère. » Le monde bascula. Étienne crut avoir mal entendu. « Quoi ? Je n'ai jamais pu avoir d'enfant. Mon ventre était stérile. » Les larmes coulaient maintenant sur ses joues creuses. « Ton père, il avait besoin d'un héritier. Pour le nom, pour la plantation. » Charles se retourna enfin. Son visage était celui d'un homme brisé. Catherine continua, chaque mot lui arrachant un effort visible. Il y avait une femme dans les quartiers des esclaves, Amara. Elle était exceptionnelle, belle, intelligente. Ton père l'a remarqué. Elle est tombée enceinte. Étienne retira sa main comme si la peau de Catherine le brûlait. Non, non, c'est impossible. Nous avons simulé ma grossesse. J'ai porté des coussins sous mes robes pendant 9 mois. Personne ne savait. Quand le moment est venu, nous avons fait venir Amara dans une aile isolée de la maison. Elle t'a mise au monde ici, dans cette chambre. Mais elle a eu des complications. Elle a perdu trop de sang. Elle est morte 3 heures après ta naissance. Le silence qui suivit était assourdissant. Étienne entendait son propre sœur cogner contre ses côtes. Vous mentez. C'est la fièvre qui vous fait délirer. Je voudrais que ce soit un mensonge. Catherine tendit une main tremblante vers lui. Mais regarde-toi. Ses yeux bleus, tu les tiens de ton père. Mais ta peau bronze au soleil bien plus vite que la mienne. Tes cheveux ont ces boucles serrées que je dois discipliner avec tant de soin. Ton nez, ta bouche, tout te vient d'elle. Charles s'approcha enfin. C'est la vérité, mon fils. Nous t'avons élevé comme notre enfant légitime, parce que légalement tu l'es.
Un enfant né d'une esclave appartient au propriétaire. J'ai simplement choisi de te reconnaître comme mien plutôt que de te laisser dans les quartiers. » Étienne se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Dans les quartiers ? Vous voulez dire que je devrais être, que je suis... Tu es mon fils. » La voix de Charles était ferme. « Tu portes mon nom. Tu as mon sang. Le reste n'a aucune importance. » « Le reste ?» La voix d'Étienne monta d'un octave. « Le reste ? Vous parlez de ma mère, de qui je suis vraiment. » Catherine toussa à nouveau, plus violemment. Du sang apparut au coin de ses lèvres. « Pardonne-moi. Je t'ai aimé comme si tu étais sorti de mon ventre. Mais tu méritais de savoir la vérité. » Elle mourut 1 heure plus tard. Étienne resta assis dans le couloir, incapable de pleurer, incapable de penser. Tout ce qu'il croyait être s'effondrait comme un château de cartes. Il n'était pas Étienne Lavoisier, fils unique de Charles et Catherine. Il était le bâtard d'un planteur et d'une esclave. Par un simple accident de reconnaissance, il vivait dans la grande maison au lieu des cabanes en bois pourri. Les funérailles de Catherine furent grandioses. Tout le comté vint présenter ses condoléances. Étienne joua son rôle de fils en deuil avec un automatisme glacé. Il serrait des mains, acceptait des paroles de réconfort, mais son esprit était ailleurs. Chaque fois qu'il croisait un esclave, il se demandait « C'est il, c'est elle, est-ce qu'il me regarde et voit l'un des leurs déguisé en blanc ?» 3 jours après l'enterrement, il affronta son père dans le bureau. « Parle-moi d'elle, d'Amara. » Charles leva les yeux de ses registres. Son visage s'était creusé depuis la mort de Catherine. Pourquoi remuer tout cela? Parce que c'est ma mère, parce que j'ai le droit de savoir. Charles soupira, retira ses lunettes, se frotta les yeux. « Très bien, assieds-toi. » L'histoire qui suivit bouleversa encore davantage Étienne. Amara n'était pas une esclave ordinaire. Capturée en Afrique à 15 ans avec sa famille, elle appartenait à une lignée de guérisseurs et de conteurs dans son village. Malgré l'interdiction d'éduquer les esclaves, elle avait appris à lire en secret, observant les leçons que Charles donnait à ses contremaîtres. Elle parlait 3 langues, la sienne, l'anglais et des bribes de français. Elle avait un esprit brillant, admit Charles. Trop brillant pour sa condition. Cela attirait les ennuis. Les autres esclaves la consultèrent pour tout. Les contremaîtres la craignaient parce qu'elle savait lire les contrats, comprendre les lois. Je l'ai remarqué pour son intelligence avant tout le reste. Et vous l'avez violée. Le mot claqua dans l'air comme un coup de fouet. Charles pâlit. Je ne l'ai jamais forcé. Un maître qui couche avec son esclave, c'est toujours un viol. Elle ne pouvait pas dire non. Elle a dit oui. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Ils se fixèrent en silence. Finalement, Charles détourna le regard. Peut-être as-tu raison. Peut-être que dans ma position, tout consentement est illusoire, mais je l'ai respectée autant que je pouvais dans ce système. Où est-elle enterrée? Dans le cimetière des esclaves, derrière les champs nord. Cette nuit-là, Étienne attendit que la maison soit endormie. Il se glissa dehors avec une lanterne et marcha vers les quartiers des esclaves. C'était la première fois qu'il s'y aventurait après le coucher du soleil. Les cabanes formaient des rangées sombres. Des voix basses murmuraient derrière les murs minces. Une odeur de fumée et de nourriture flottait dans l'air. Il trouva le cimetière au-delà des dernières habitations. Des croix de bois marquaient des tombes non entretenues. Aucun nom, juste des marques grossières. Comment trouver celle d'Amara parmi toutes ces sépultures anonymes? Tu cherches quelque chose, jeune maître? Il sursauta. Une femme se tenait à quelques mètres, grande et mince, le visage scarifié de marques tribales. Elle devait avoir une 40aine d'années. Je cherche la tombe d'Amara, Tête dit. Les yeux de la femme se plissèrent. Amara qui est morte il y a 18 ans en accouchant d'un enfant aux yeux bleus. Le sang d'Étienne se glaça. Vous la connaissiez? C'était ma sœur, ma petite sœur. La femme s'approcha, leva sa lanterne pour mieux voir son visage. Elle resta silencieuse un long moment. Seigneur, tu lui ressembles, les mêmes pommettes, la même forme de visage. Comment vous appelez-vous? Folassade. C'était mon nom en Afrique. Ici, il m'appelle Sali. Elle cracha par terre.
Mais je suis Folasade, fille d'Adébayo le guérisseur. Parlez-moi d'elle, s'il vous plaît. Folasade le regarda longuement, puis hocha la tête. Viens. Pas ici, les patrouilles passent. Folasade le conduisit à une cabane à l'écart. À l'intérieur, une bougie brûlait. L'espace était minuscule, à peine assez grand pour un matelas de paille et une caisse en bois servant de table. Mais c'était propre, ordonné. Assieds-toi. Elle désigna le matelas et écoute. Elle lui raconta leur vie d'avant, le village près du fleuve Niger. Leur père Adébayo qui soignait avec les plantes et les champs. Leur mère If qui tressait les plus beaux paniers de la région. Amara, la plus jeune, la plus vive, celle qui posait trop de questions et rêvait de voyager jusqu'à la mer. Puis les négriers étaient venus. Une nuit, des hommes armés avaient encerclé le village. Ceux qui résistaient étaient tués. Les autres, enchaînés. Folasade avait 22 ans, Amara 15. Elles avaient regardé leur père recevoir une balle dans la tête pour avoir tenté de protéger sa famille. La traversée sur le bateau négrier. Les mois dans les cales puantes où moururent la moitié des captifs. L'arrivée en Louisiane. Le marché aux esclaves où elles furent séparées. Folasade acheté par un planteur de tabac, Amara par le père de Charles. Je ne l'ai revu que 5 ans plus tard, quand ton grand-père est mort et que Charles a hérité cette plantation. Il a racheté mon contrat. Je pense qu'Amara le lui avait demandé. Folasade sourit tristement. Elle avait ce don. Les gens l'écoutaient, même les Blancs. Comment était-elle? Forte, intelligente. Elle refusait de baisser les yeux devant quiconque. Cela lui valait des coups de fouet réguliers, mais elle ne changeait pas. Elle disait qu'il pouvait posséder son corps, pas son esprit. Folasade regarda Étienne intensément. Quand elle est tombée enceinte, elle savait ce qui allait se passer. Ton père lui avait proposé l'arrangement. L'enfant serait élevé comme un blanc. Elle a accepté parce qu'elle voulait que son enfant soit libre. Vraiment libre. Va. Mais elle est morte. Oui. Et chaque jour depuis, je me demande si elle savait. Si quelque part, elle pressentait qu'elle ne verrait jamais son bébé grandir. Les yeux de Folasade brillaient de larmes. Avant qu'il ne l'emmène à la grande maison, elle m'a dit « Si c'est un garçon, il portera le nom de notre père dans son sœur. Si c'est une fille, celui de notre mère. » Puis elle a ri et ajouté « Mais ils ne le sauront jamais. » Étienne sentit sa gorge se serrer. Adébayo, Ifé. Oui, tes vrais noms, ceux que tu ne porteras jamais. Il revint la nuit suivante, et celle d'après. Folasade lui racontait des fragments d'une vie qu'il n'avait jamais connue, les chants de leur village, les histoires que racontait leur père, les proverbes que répétait leur mère. L'Afrique devenait réelle pour lui, pas le continent lointain et sauvage qu'on lui avait enseigné, mais un lieu de culture, de sagesse, d'humanité. Mais ces visites lui ouvraient aussi les yeux sur la réalité de la plantation. Il voyait maintenant ce qu'il avait ignoré toute sa vie. Les dos marqués de cicatrices, les enfants au ventre gonflés par la malnutrition, les hommes épuisés qui travaillaient 16 heures par jour sous le soleil brûlant, les femmes violées par les contremaîtres, les familles séparées quand un membre était vendu. Un soir, alors qu'il retournait discrètement vers la grande maison, il entendit des cris. Il se cacha derrière un hangar et vit Jackson, le contremaître en chef, fouetter un jeune homme attaché à un poteau. Chaque coup arrachait un hurlement. Le dos de l'homme se couvrait de sang. « 25, cria Jackson, ça t'apprendra à lever les yeux sur une femme blanche. » Étienne reconnut le condamné. C'était Toby, un garçon de son âge qui travaillait aux écuries. La semaine précédente, la fille du voisin lui avait demandé de l'aider à monter en selle. Obi avait obéi. Apparemment, quelqu'un avait estimé qu'il l'avait regardé de façon inappropriée. Cette nuit-là, Étienne vomit pour la première fois de sa vie en pensant à ce qu'était vraiment son monde. Les jours suivants, il ne put chasser de son esprit l'image du dos déchiqueté d'Obi. Il fit demander à son père l'autorisation de visiter les écuries sous prétexte d'inspecter son nouveau cheval. Il trouva Obi allongé sur le ventre dans un coin sombre, son dos bandé de chiffons taché de sang. « Tu as besoin d'aide » Obi leva des yeux méfiants. « Que me veut le jeune maître »
Je veux savoir si tes blessures sont soignées correctement. Depuis quand les maîtres se soucient-ils de ça? Mais il y avait plus de fatigue que de colère dans sa voix. Étienne s'agenouilla à côté de lui. Laisse-moi voir. Avec une réticence visible, Obi laissa Étienne examiner ses bandages. La vue le révulsa. Les plaies étaient infectées, le tissu collait à la chair à vif. Il retourna à la maison chercher des onguents, des bandages propres, de l'alcool. Pendant qu'il nettoyait les blessures, Obi grogna de douleur, mais ne cria pas. « Pourquoi tu fais ça ?»« Parce que c'est la moindre des choses. La moindre des choses serait de ne pas nous fouetter. »« Je sais. » Étienne appliqua l'ongle avec précaution. « Je sais, vent. » Obi le dévisagea longuement. « Tu es bizarre pour un maître. Tu ne ressembles pas aux autres. Peut-être parce que je ne suis pas vraiment un maître. » Les mots lui avaient échappé. Obi fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Étienne hésita, puis raconta tout. Sa mère mourante. La révélation. Amara. Folassade. Obi écouta sans l'interrompre. Son visage passant de la surprise à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Donc tu es l'un de nous » murmura-t-il finalement. « Légalement non, mais par le sang. Le sang ne ment pas. La loi, oui. » Obi grimaça en changeant de position. « Ça doit être étrange. Vivre comme eux en sachant que tu aurais pu être ici, à ma place, avec mon dos en lambeaux. C'est insupportable. Bienvenue dans notre monde. Nous trouvons ça insupportable chaque jour. » Cette conversation fut la première de beaucoup d'autres. Étienne revenait tous les jours sous divers prétextes. Obi était autodidacte, ayant appris à lire en volant des journaux laissés par les contremaîtres. Il parlait d'abolition, de liberté, de dignité. Il avait entendu parler de Frederick Douglass, de Harriet Tubman, du chemin de fer clandestin qui aidait les esclaves à fuir vers le nord. « Il y a un monde meilleur là-bas », disait Obi, avec un mélange d'espoir et de désespoir. Des États libres où un homme noir peut vivre debout. Mais comment y arriver? Les patrouilles, les chiens, les chasseurs de primes. Ils ramènent toujours les fugitifs. Et alors c'est la pendaison ou pire. Étienne écoutait, absorbait, se transformait. Chaque conversation déconstruisait un peu plus les certitudes de son ancienne vie. Il ne pouvait plus regarder son père de la même façon. Charles lui apparaissait maintenant comme un homme qui se mentait à lui-même, qui rationalisait l'inhumanité par la commodité économique. À table, quand son père parlait de ses affaires, Étienne entendait désormais ce qui se cachait derrière les mots. Une bonne récolte cette année signifiait que les esclaves avaient été poussés encore plus durement. Un achat judicieux voulait dire qu'une famille avait été arrachée à ses proches lors d'une vente aux enchères. Un soir, il ne put se retenir. « Comment peux-tu vivre avec toi-même » Charles leva les yeux de son assiette. « Pardon ? Comment peux-tu vivre en sachant ce que tu fais à ces gens ? Ces gens sont bien traités. Je ne suis pas un de ces planteurs cruels qui... Tu les fouettes, tu les vends. Tu sépares les familles, tu les possèdes comme du bétail. C'est l'ordre social, Étienne. C'est ainsi que fonctionne le monde. C'est un ordre injuste. » Charles posa sa fourchette avec un bruit sec. « Cette conversation est terminée. Tu as passé trop de temps à lire ces pamphlets abolitionnistes. Je n'ai lu aucun pamphlet. J'ai juste ouvert les yeux. Oui. Alors ferme-les, ou tu vas te créer des ennuis que tu ne pourras pas gérer. » Mais Étienne ne pouvait plus fermer les yeux. Il ne pouvait plus dormir tranquillement dans son lit de soie, en sachant que des dizaines de personnes dormaient sur de la paille moisie à quelques centaines de mètres. Il ne pouvait plus manger à sa faim, en sachant que les rations des esclaves les maintenaient à peine en vie. Il ne pouvait plus porter ses vêtements de luxe, en sachant que ceux qui les avaient en cousu portaient en des haillons. La culpabilité le rongeait comme un acide. Mais pire encore, c'était le sentiment d'impuissance. Que pouvait-il faire? Il n'était qu'un jeune homme de 18 ans. Il ne possédait rien en son nom propre. Tout appartenait à son père. Septembre arriva. Charles annonça qu'Étienne partirait pour l'université début octobre. « Tu étudieras le droit et l'administration. Dans 4 ans, tu reviendras prêt à gérer cette plantation. » « Et si je refuse ?»
Tu ne refuses pas, c'est ton devoir. Mon devoir envers qui? Envers un système qui traite des êtres humains comme des marchandises. Charles se leva de son fauteuil, le visage rouge de colère. Encore ces idées stupides. Écoute-moi bien, mon garçon. Tu vis dans le luxe grâce à cette plantation. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, vient de ce système. Tu n'as pas le droit de le rejeter. J'ai le droit de rejeter l'injustice. L'injustice? Charles éclata d'un rire amer. Tu veux parler d'injustice? Laisse-moi te dire ce qui serait vraiment injuste. Si les voisins découvraient la vérité sur ta naissance, tu perdrais tout, ton nom, ta position, ta fortune. Tu deviendrais un paria. Est-ce ce que tu veux? Peut-être que je le mérite. Ne sois pas ridicule. Charles se rapprocha, baissa la voix. J'ai fait un choix il y a 18 ans. Un choix qui t'a donné une vie que tu n'aurais jamais pu avoir autrement. Tu me dois de la reconnaissance, pas de la rébellion. Ma paix. Je ne t'ai rien demandé. Les enfants ne demandent jamais à naître. Mais ils doivent respecter ceux qui les ont élevés. Cette nuit-là, Étienne ne put dormir. Il sortit marcher, ses pas le conduisant automatiquement vers les quartiers des esclaves. Il trouva Follassade assise dehors sous la lumière de la lune. « Mon neveu », elle lui sourit tristement. « Tu viens souvent maintenant, trop souvent. Les gens remarquent. Que ferais-tu à ma place ?»« À ta place ?» Elle réfléchit longuement. « C'est difficile de répondre. Tu es dans une position que je ne peux pas imaginer. Ni tout à fait blanc, ni tout à fait noir, ni maître, ni esclave. Quelque part entre les deux, va. C'est exactement ça. Je n'appartiens nulle part. Alors crée ta propre place, forge ton propre chemin. Comment? Je ne sais pas, mais je sais une chose. Amara, ta mère, elle était courageuse. Elle prenait des décisions difficiles. Elle ne se laissait pas paralyser par la peur. Follassade posa sa main sur celle d'Étienne. Son sang coule dans tes veines. Fais-lui honneur. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Charles le fit surveiller discrètement. Il découvrit les visites nocturnes d'Étienne. Un matin, il le convoqua dans son bureau. « Tu vas arrêter immédiatement de fraterniser avec les esclaves. »« Ou quoi ?»« Ou je vendrai Follassade et ce garçon, Obi, avec qui tu passes tant de temps. » Le sang d'Étienne se glaça. « Tu n'oserais pas. J'ose tout pour protéger cette famille et cette plantation. » Charles se pencha en avant. « Tu as le choix. Soit tu reprends ta place, tu vas à l'université. Tu oublies ces idées absurdes et tu deviens l'homme que tu es censé être. Soit tu continues sur cette voie et je me débarrasse des gens qui t'influencent. Ce sont des êtres humains, pas des pions. Ce sont ma propriété. Et légalement, tu l'es aussi, même si je t'ai gracieusement accordé le statut de fils. » Charles laissa ces mots pénétrer. « Ne me force pas à te rappeler ta vraie place. » Étienne sortit du bureau, en tremblant de rage et de désespoir. Il était piégé. S'il résistait, Follassade et Obi en paieraient le prix. S'il cédait, il deviendrait complice du système qu'il méprisait. Cette nuit-là, il resta éveillé jusqu'à l'aube, tournant et retournant le problème dans tous les sens. Il n'y avait pas de bonne solution. Chaque option impliquait une trahison. Trahir sa conscience ou trahir ceux qu'il avait appris à aimer. Mais au lever du soleil, une idée germa dans son esprit, dangereuse, téméraire, probablement vouée à l'échec. Mais c'était la seule qui lui permettait de regarder son reflet dans le miroir. Catherine avait eu un coffre personnel que Charles n'avait jamais ouvert. Il contenait ses bijoux, ses économies personnelles, des lettres de sa famille. Après sa mort, le coffre était resté dans l'ancienne chambre, oublié. Étienne s'y introduisit une nuit avec une barre de fer et força la serrure. À l'intérieur, il trouva plus que ce qu'il espérait. Catherine avait mis de côté une petite fortune au fil des ans. Des pièces d'or, des billets, des obligations. Étienne prit tout sans hésiter. Catherine lui avait donné la vie qu'Amara n'avait pu lui offrir. Il utiliserait cet argent pour honorer les deux femmes. Il contacta discrètement un passeur qu'Obi connaissait, un homme libre qui aidait les esclaves fugitifs moyennant finance.
La somme demandée était énorme, mais Étienne avait de quoi payer. Le plan était simple. Un groupe de 10 esclaves partirait un dimanche soir, quand les contremaîtres seraient en ville pour leur jour de repos. Le passeur les conduirait jusqu'à la frontière du Kentucky, puis les mettrait en contact avec le réseau du chemin de fer clandestin. Le plus difficile fut de choisir qui partirait. Follassade, évidemment. Obi également. Mais 8 autres. Comment choisir 8 vies parmi 120? Étienne laissa Follassade décider. Elle choisit des jeunes, ceux qui avaient la meilleure chance de survivre au voyage. 3 hommes, 5 femmes, tous célibataires ou dont la famille était déjà dispersée. Le dimanche choisi arriva. Étienne passa la journée dans un état second, souriant machinalement pendant le déjeuner, acquiesçant distraitement aux remarques de son père sur l'université. À 22 heures, il descendit discrètement aux écuries avec 2 sacoches remplies d'argent. Les 10 fugitifs l'attendaient dans l'obscurité, leurs maigres possessions dans des baluchons. Follassade l'embrassa sur le front. « Tu es le fils d'Amara. Elle serait fière. » Obi lui serra la main. « Merci, je ne l'oublierai jamais. Partez vite, avant que quelqu'un ne remarque votre absence. » Le passeur, un homme au visage marqué de cicatrices, compta l'argent avec soin. « C'est bon, allons-y. » Étienne les regarda disparaître dans la nuit, avalés par les ombres des cyprès. Son cœur battait si fort qu'il craignit de s'évanouir. Il avait franchi une ligne qu'on ne pouvait plus reculer. Il rentra dans sa chambre et attendit l'inévitable. Le matin viendrait, les contremaîtres découvriraient les absences, l'alarme serait donnée, et lui resterait ici, jouant l'ignorant, espérant que sa mise en scène tiendrait. Le hurlement de Jackson réveilla toute la plantation. Ils ont fui, 10 esclaves ont disparu. Charles bondit de son lit. En quelques minutes, toute la maison était en effervescence. Les contremaîtres organisèrent une battue. Les chiens furent lâchés, les planteurs voisins alertés, les patrouilles de nuit fouettées pour avoir manqué la fuite. Étienne descendit en robe de chambre, feignant la surprise. « Que se passe-t-il » ? « Une évasion » gronda Charles. 10 d'un coup. C'est du jamais vu. Il a fallu de l'aide extérieure. Son regard se posa sur Étienne avec une intensité nouvelle. Et peut-être intérieure. Tu m'accuses? Je constate que les fugitifs incluent précisément les 2 esclaves que je t'avais interdit de fréquenter. Une coïncidence. Je ne crois pas aux coïncidences. Charles s'approcha. Où étais-tu hier soir? Dans ma chambre. Toute la soirée. Quelqu'un peut le confirmer? Tu veux que je fasse témoigner les domestiques? Ceux qui seraient fouettés s'ils mentaient pour me couvrir? Ils se toisèrent en silence. Charles ne pouvait rien prouver. Étienne le savait. Mais le soupçon était là, indélébile. Les jours suivants furent tendus. Les chiens perdirent la trace près de la rivière. Aucun fugitif ne fut retrouvé. Charles engagea des chasseurs de primes professionnels, offrit une récompense importante. Rien. Follassade, Obi et les autres s'étaient évanouis. La communauté des planteurs était scandalisée. 10 esclaves représentaient une fortune. Pire, c'était un exemple dangereux. Si la nouvelle se répandait, d'autres pourraient tenter leur chance. Des réunions furent organisées pour renforcer les patrouilles, durcir les punitions. Étienne assista à ces réunions, forcé par son père de montrer sa solidarité. Il écoutait les planteurs débattre des méthodes pour maintenir la discipline. Certains proposaient des punitions collectives pour dissuader les futures évasions. D'autres voulaient emmarquer au fer rouge tous les esclaves pour faciliter leur identification en cas de fuite. Il se mordait la langue jusqu'au sang pour ne pas hurler sa rage. Ces hommes parlaient d'êtres humains comme de marchandises défectueuses et lui devaient hocher la tête, faire semblant d'être d'accord, jouer le rôle du jeune maître concerné. Mais dans les regards qu'il croisait, il lisait la méfiance. Les voisins chuchotaient. Certains l'évitaient. D'autres posaient des questions insidieuses sur ses opinions politiques, sa position sur l'esclavage. Étienne naviguait entre les écueils, donnant des réponses évasives, restant dans le vague. Avec son père, la relation était irrémédiablement brisée. Charles ne lui adressait plus la parole que pour les affaires essentielles. Le soir,
Ils dînaient en silence. Étienne voyait dans les yeux de son père un mélange de déception, de colère et quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à identifier. De la peur, peut-être. La peur d'avoir créé un monstre, un fils qui le trahissait. Les semaines passèrent. Octobre arriva. Charles n'évoqua plus l'université. Le sujet était enterré. Étienne restait à la plantation, spectateur impuissant de son propre naufrage social. Les esclaves le regardaient différemment maintenant. Certains avec respect, d'autres avec crainte. Il ne savait pas exactement ce qu'il avait fait, mais il sentait qu'il n'était plus tout à fait un maître comme les autres. Cette ambiguïté le protégeait et l'isolait en même temps. Un soir, il trouva un message glissé sous sa porte. Juste 3 mots griffonnés sur un bout de papier. Ils sont vivants. Mars 1856. 1 an exactement depuis la mort de Catherine et la révélation qui avait changé sa vie. Étienne avait 19 ans et se sentait vieux de 1000 ans. Il vivait comme un fantôme dans la grande maison, accomplissant les gestes quotidiens sans y penser. Charles avait vieilli brutalement. Ses cheveux avaient blanchi, son dos s'était voûté. Il buvait davantage, parlait moins. La trahison présumée de son fils l'avait brisé d'une façon que la mort de Catherine n'avait pas réussi. Un matin, Étienne reçut une lettre, pas par la poste officielle, mais glissée dans sa poche par un homme libre qu'il ne connaissait pas, croisé au marché. De retour chez lui, il l'ouvrit avec des mains tremblantes. L'écriture était maladroite mais lisible. C'était Toby. Nous sommes arrivés. Le voyage a été terrible. Nous avons failli être capturés 2 fois. Mais nous sommes au Canada maintenant. Folasade travaille comme guérisseuse. Moi, j'apprends un métier dans une forge. Les autres ont trouvé du travail aussi. Nous sommes libres. Pour la première fois de notre vie, nous sommes vraiment libres. Je ne sais pas comment te remercier. Tu as risqué ta vie pour nous. Mais sache que ton geste a sauvé plus que 10 personnes. Il a sauvé 10 âmes. Si un jour tu veux nous rejoindre, tu seras toujours le bienvenu. Tu es notre frère, Obi. Étienne lut et relut la lettre jusqu'à la mémoriser. Puis il la brûla pour qu'elle ne puisse jamais être utilisée contre lui. Mais les mots restaient gravés dans son cœur. Cette nuit-là, il prit une décision. Il ne pouvait plus vivre dans cette maison, sur cette plantation, dans ce mensonge. Chaque jour passé ici était une trahison de ce qu'il croyait juste. Il avait 19 ans, aucune compétence pratique, aucune expérience du monde réel. Mais il avait une conscience et le courage d'Amara dans le sang. Il commença à planifier méthodiquement. Il mit de côté l'argent qu'il pouvait prendre sans éveiller les soupçons. Il vendit discrètement quelques objets de valeur hérités de Catherine. Il contacta des abolitionnistes par des canaux détournés, se renseigna sur les routes vers le nord. En juin, il était prêt. Il laissa une lettre sur son bureau. Courte, directe. « Père, je ne peux plus vivre dans un monde où des hommes possèdent d'autres hommes. Je ne peux plus prétendre que c'est normal, acceptable, justifiable. Ma vraie mère est morte pour me donner une chance d'être libre. Je choisis d'utiliser cette liberté pour combattre le système qui l'a tué. Je ne te demande pas de comprendre. Je ne te demande pas ton pardon. Je te demande seulement de ne pas me chercher. Laisse-moi partir. C'est la seule chose que tu puisses encore faire pour moi. » Étienne. Il partit au milieu de la nuit, un sac sur l'épaule, marchant vers la gare la plus proche. Dans ses poches, l'argent de Catherine et le souvenir d'Amara. Dans son cœur, la détermination de Folasade et l'espoir d'Obi. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Il savait seulement qu'il ne pouvait plus être Étienne Lavoisier, héritier d'une plantation esclavagiste. Il fallait qu'il devienne quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui honorerait le sang qui coulait dans ses veines. Le train pour le nord partait à l'aube. Il y monta avec les premiers rayons du soleil, laissant derrière lui la seule vie qu'il avait jamais connue. L'histoire d'Étienne pose des questions qui dépassent largement son époque. Qui sommes-nous vraiment? Ce que nous dit notre naissance ou ce que nous choisissons de devenir? Un système injuste peut-il être réformé de l'intérieur ou faut-il le rejeter entièrement? Étienne avait tous les avantages que la société pouvait offrir à un jeune homme blanc en 1855. Éducation, fortune, position sociale. Mais une simple révélation a suffi pour lui montrer que ces avantages reposaient sur l'oppression d'autres êtres humains.
Une fois cette vérité vue, impossible de la désapprendre. Son choix n'était pas facile. Rejeter ses privilèges signifiait tout perdre, mais les conserver signifiait devenir complice d'une injustice qu'il ne pouvait plus ignorer. Entre le confort de la complicité et l'incertitude de la rébellion, il a choisi la dignité. Cette histoire nous rappelle aussi la complexité de l'identité dans un système de caste raciale. Étienne était noir par le sang mais élevé comme blanc. Il aurait pu choisir de nier sa véritable origine, de s'accrocher à son statut, de perpétuer le mensonge. Au lieu de cela, il a embrassé la vérité même quand elle le détruisait. Enfin, il y a la question du sacrifice. Étienne a sacrifié sa vie entière pour libérer 10 personnes. Était-ce rationnel? Probablement pas. Était-ce nécessaire? Pour son âme, absolument. Certains choix ne se font pas par calcul, mais par nécessité morale. Quand l'alternative est de perdre son humanité, aucun sacrifice n'est trop grand. L'histoire ne dit pas ce qu'est devenu Étienne après avoir pris ce train. Peut-être à T, il rejoint Obi au Canada. Peut-être est-il devenu abolitionniste. Peut-être s'est-il perdu dans l'anonymat d'une ville du Nord. Ce qui importe, c'est qu'il a refusé d'être prisonnier d'une identité construite sur le mensonge et l'injustice. Il a choisi la vérité, quelles qu'en soient les conséquences.